Oui, merci Elise, bonjour à tous et bienvenue donc dans ce webinaire Nuxeo Amexio qui va consister à vous présenter les différentes axes d'études et qui sont importants pour considérer le choix d'une plateforme de gestion de contenu. Et pour ce webinaire, donc je serai accompagné de Rémi d'Amexio qui va apporter sa casquette conseil sur ce sujet et son expertise. Donc je vais laisser la main à Rémi présenter le sujet. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Rémi Mops d'Amexio Switzerland. Voilà, j'espère que vous êtes tous bien calés dans votre cuisine ou votre salon, puisque c'est la mode aujourd'hui des webinars. Donc, Grégory, si tu peux avancer sur le slide Amexio. Voilà. Voilà, quelques mots sur Amexio, donc société groupe européen, donc complètement focalisé sur la gestion du document numérique sous tous ses aspects, donc sur l'ensemble du cycle de vie du document, donc de dématérialisation, gestion du document, tous les process qui vont autour, et puis en fin de chaîne, tout l'output management qu'on met sous le terme Customer Communication Management et le système d'archivage. Donc nous intervenons sur l'ensemble de la chaîne de valeur des projets. Voilà, en conseil amont assez fréquemment pour vous aider à choisir, alors non pas la solution, mais les solutions qui vont constituer la chaîne, dont la plateforme ECM est bien souvent le cœur. Voilà, réalisation des projets, centre de service pour maintenir les plateformes, et puis on a aussi notre ADN donc est d'être très très proche des solutions et d'avoir des partenariats forts, dont évidemment celui avec Nuxeo qu'on porte sur l'ensemble de l'Europe. Voilà, et on est très régulièrement aussi donc certifié et formateur sur les solutions qu'on intègre, et en particulier sur Nuxeo. Donc si on revient sur la présence, la filiale suisse que je représente est active depuis un peu plus d'une année. Donc le centre nerveux et la France, avec une présence en Belgique, Luxembourg et Portugal pour l'ensemble du groupe, qui compte environ 250 consultants, tous spécialisés donc sur cette fameuse chaîne des documents numériques. Merci Rémi. Et pour ma part, donc pour vous présenter un petit peu Nuxeo, mais surtout Nuxeo Platform, qui va être le cadre de ce webinaire. Nuxeo, c'est déjà avant tout ce qu'on appelle une plateforme de gestion de contenu. Donc le côté plateforme est assez important pour nous, parce qu'on va pouvoir en fait s'adapter à plusieurs cas d'usage différents. Nos actes différenciants, ça va être la modernité de notre plateforme et le côté évolutif. Et ça sera démontré au travers du webinaire avec Rémi. Donc, partir avec Nuxeo, c'est pas partir avec un train de retard, parce qu'on va partir avec des solutions qui sont d'actualité, qui sont éprouvées et performantes. Nuxeo, traditionnellement, on le retrouve sur quatre cas d'usage principaux. Le premier qui est la gestion de contenu d'entreprise, que beaucoup connaissent en termes de gestion électronique de documents ou GED. Donc je partage un document, une facture, peu importe. On a également la partie digital asset management ou gestion des ressources numériques. Donc ça va être le stockage de vos fichiers audio, vidéo, images. Par exemple, notamment dans tout ce qui est gestion de vos produits. Donc, en apportant beaucoup plus de fonctionnalités sur des aspects de transformation de format, de watermarking, etc. On a la partie gestion de dossier, donc c'est suivre un dossier avec un ensemble de pièces. Donc, je prends par exemple l'ouverture d'un sinistre dans le domaine de l'assurance. Donc, un sinistre, c'est un ensemble de pièces, c'est des photos, c'est des constats, etc. Et cet ensemble de pièces va évoluer au travers de différents acteurs, donc très lié à la notion de workflow. Et enfin, la dernière partie, gestion des connaissances. Donc, par exemple, tout ce qui est capitalisation de la vie du projet, capitalisation de l'information au sein d'une entreprise. Voilà, donc là on va venir effectivement donc sur la réponse à la question du webinaire qui est posée comment choisir sa plateforme de gestion de contenu. Donc on est bien souvent aujourd'hui donc sur des logiques de renouvellement, et nous ce qu'on voit c'est souvent des solutions disons plus transverses qui vont venir en remplacement de solutions plus anciennes et plus verticales. Voilà. Et là on a mis un ensemble de critères de premier niveau qui nous paraissent critiques en fait dans le choix d'une solution d'ECM. On va les détailler un par un. Donc à chaque fois je poserai les critères de choix, et à chaque fois on verra, Grégory nous expliquera comment la plateforme Luxeo peut y répondre. Donc ce premier critère concerne
l'universalité des contenus. Donc, on parlait de la terminologie a évolué. Si vous avez fait attention, on parlait de solutions GED. Aujourd'hui, on parle de plateforme de gestion de contenu. Donc, on voit bien qu'on est passé d'une logique finalement assez verticale à une logique complètement transverse et horizontale. Donc, aujourd'hui, nous, quand on intervient sur des projets d'intégration Nuxeo, ça peut commencer sur une thématique partielle ou ciblée, ou alors on est directement sur une logique de plateforme transverse, universelle, qui va gérer l'ensemble des contenus d'une organisation, d'une entreprise. Voilà. Donc dedans, on peut mettre différentes activités. Voilà, ça peut être RH, finance, ça peut être des fonctions support, ça peut être des opérations, des fonctions métiers, et ça peut être tout type de documents en termes de format aussi. On peut avoir des enregistrements de transactions, des documents bureautiques, des PDF, des documents produits automatiquement par les applications. Donc on voit qu'en termes de, je dirais, de nature des contenus au niveau du format et de nature des contenus au niveau de leur signification métier, aujourd'hui on est amené à adresser l'ensemble des problématiques de manière transverse. Voilà. Et après, effectivement, une fois qu'on a parlé du document, on a la manière de le stocker. Là aussi, on voit qu'on évolue complètement vers des modes de... Bon, tout le monde parle du cloud et finalement, le plus fréquent, c'est le mode hybride, c'est-à-dire être capable de garder certains documents critiques dans une zone privée et finalement peut-être d'externaliser en cloud des masses de données qui peuvent l'être pour des raisons d'accès, de praticité et de coût. Donc l'intérêt là, c'est d'avoir, je dirais, la capacité à servir le cloud, mais surtout la capacité à être hybride en termes de déploiement. Et voilà. Et le dernier point, comme je disais, on vient jamais, presque jamais aujourd'hui dans nos projets d'intégration sur du neuf. Donc ça veut dire qu'il y a un ensemble de contenus déjà présents à faire vivre et à assembler, à fédérer. Et donc là, la logique aussi de fédération de diverses sources d'informations devient critique aujourd'hui, puisque finalement le principal grief d'usage qu'on rencontre aujourd'hui dans la vision, je dirais, utilisateur simpliste, c'est de dire, voilà, j'ai N sources d'informations, je ne sais pas où est ma bonne information. Si on arrive à les fédérer, à les indexer efficacement, le plus à l'usage est incontestable. Merci Rémi. Donc côté Nuxeo, donc ce que vous voyez ici, c'est l'architecture simplifiée de ce qu'est Nuxeo. Donc tout d'abord la partie plateforme qu'a précisé Rémi. Donc ce qu'on propose bien, c'est une plateforme, donc c'est-à-dire un ensemble de services qui va vous aider à gérer l'ensemble de vos contenus. Donc Nuxeo n'est pas une solution qui va s'adresser à un type de contenu particulier. Ça va s'adresser à tout type de contenu, que ce soit du fichier, de l'image. Même un format qui sera totalement inconnu à Nuxeo, on est capable de l'appréhender et de pouvoir, par exemple, générer une version lisible en PDF pour les utilisateurs. Donc, on est vraiment une plateforme qui s'adresse à tout contenu. Sur ces contenus, on va offrir un ensemble de services. Donc, des choses que vous connaissez plutôt traditionnellement, tout ce qui est la gestion des modèles de données, donc créer des types de documents avec des propriétés, y ajouter évidemment la partie de sécurité et d'audit, on en reviendra à la fin de ce webinaire, la capacité à faire des recherches, des ingestions massives de documents, lancer des workflows, etc. Tout ça, ce sont les services que propose Nuxeo. Pour pouvoir attaquer ces services, donc on utilise des applications. Donc là, j'en avais donné plusieurs en début de webinaire. On a une interface en native en web. Après, on a aussi des clients lourds, donc par exemple Nuxeo Drive qui va pouvoir récupérer, qui va pouvoir synchroniser sur votre PC directement et synchroniser des documents. Donc, on a plusieurs moyens d'attaquer Nuxeo. Mais après, derrière, ce qui est intéressant de savoir, c'est derrière cette grosse machinerie, qu'est-ce qui se passe? Finalement, c'est pas si compliqué. On a une partie, donc tout ce qui va gérer les propriétés va stocker dans la base de données, de manière classique. Et on a la partie qui va stocker, donc, encore une fois, c'est une version simpliste, pour que vous compreniez bien, toute la partie de stockage. Donc votre PDF, donc le fichier en lui-même, il faut bien le stocker quelque part. Et donc justement, cette partie-là, ces deux dernières, on peut les exposer ou les poser dans un endroit particulier. On peut les mettre toutes sur site, donc c'est-à-dire vous installez votre Nuxeo, votre stockage se fait chez vous, donc sur vos serveurs, la base de données également. On peut aller sur du cloud, donc on a une offre Nuxeo Cloud, donc infogérée et managée par Nuxeo, où on s'occupe de toute cette partie-là.
Et on a également un mode hybride, donc qu'a mentionné Rémi juste avant, qui est par exemple des clients qui veulent installer un Nuxeo chez eux, mais s'appuyer sur du stockage sur Azure, sur S3 ou tout système qui est externalisé. Donc Nuxeo en fait peut s'affranchir de ces problématiques puisqu'en fait on a construit Nuxeo de manière extensible et générique. Donc nous on a un point de stockage et ce stockage peut être implémenté de différentes manières. Donc, quand je stocke un document dans Nuxeo, donc il est stocké ici dans cette partie de gestion de dossier, gestion de documents. Donc, comme je l'ai dit, elle peut être en interne, elle peut être en externe. Donc, ça, c'est sur du Amazon S3. On peut aussi mixer différents types de stockage. Donc, on peut stocker certains types de documents dans le cloud et d'autres sur un autre système de stockage. Donc, ça peut être pertinent dans le cadre, par exemple, de documents qui sont plus ou moins confidentiels. Peut-être que les documents qui sont très confidentiels, on ne veut pas les mettre dans le cloud, on veut les garder dans des systèmes de fichiers sécurisés, encryptés. Et d'autres non. Ça peut être aussi le cas pour gérer de l'archivage de documents avec des zones de stockage qui sont différentes suivant les étapes de rétention du document. On s'intègre aussi en termes de stockage des fichiers avec l'ensemble des gestionnaires de contenu cloud classique, donc du Box, du Dropbox, du Drive, etc. Donc, on peut récupérer ces contenus, les exposer dans Nuxeo, donc pouvoir faire des recherches dessus, pouvoir mettre des propriétés dessus, et ça de manière totalement transparente pour l'utilisateur. Et enfin, la dernière partie, c'est qu'on est capable, avec notre module de fédération, donc ça c'est un add-on spécifique, qui permet de s'intégrer avec les applications métiers, donc genre du Dynamics, donc des systèmes de RP, avec du Salesforce, avec plein d'autres, toutes ces applications qui consomment du document, et de pouvoir les stocker dans Nuxeo de manière transparente pour l'utilisateur. Donc voilà, une source de données dans Nuxeo. Donc voilà, deuxième point dont on parle beaucoup, donc low code. Alors qu'est-ce qu'on met derrière le low code? L'idée là, c'est de changer je dirais, de génération de solutions, donc de passer à des solutions finalement qui étaient très demandeuses, souvent en investissement dans la customisation, alors que là, on va rester au niveau du paramétrage et de la configuration. On va pouvoir faire beaucoup de choses avec le studio et le modeler qui vont pouvoir générer automatiquement les applications dont on a besoin pour accéder au contenu. Donc ça, c'est assez novateur en termes d'approche, et je dirais que ce serait un point particulier qui est demandé aujourd'hui, c'est principalement le temps de réalisation des applications. Si on a une vue particulière, un contenu à ajouter, parce que finalement, un projet de gestion de contenu va souvent se dérouler en deux phases. On va avoir une logique de plateforme transverse qu'on va mettre en place avec les règles de gouvernance, de cycle de vie. Et après, finalement, on va faire N petits projets verticaux selon les besoins de chacun des métiers. Et c'est là où le low-code est pertinent, puisqu'on va ça va permettre d'agiliser et d'optimiser ces petits projets verticaux de manière rapide et avec une forte composante métier. On va être sur, donc si on prend les critères qui sont dessous, voilà, on va pouvoir jouer assez rapidement sur la configuration et le paramétrage. On va être sur un rendu extrêmement rapide en termes de prototypage et de maquettage. Voilà, on va être sur du DevOps, de l'agile, du déploiement chaud. Donc les utilisateurs vont pouvoir voir très vite l'appli dont ils ont besoin. Je dirais qu'on va ramener, ça permet de canaliser la surspécification. On est dans une logique de plateforme qui génère des vues finalement assez simples. Et on voit que ça va vite, que c'est pratique, et donc on peut amener les utilisateurs à rester dans une forme de standard. Et après, effectivement, il y a toute la dimension déploiement, containerisation, virtualisation, déploiement on-premise ou sur du cloud, qui aussi ajoute à cette impression d'agilité permanente qui peut, c'est là où la technologie amène un compromis intelligent sur je dirais, l'adoption de la solution par les utilisateurs. On peut faire du custom moyennant une configuration, mais on n'est pas obligé de faire forcément à chaque fois du codage spécifique pour le rendre. Donc ça, c'est un critère de choix assez primordial. Je dirais que si on le résumait, le principal critère, ce serait le temps de réalisation des applications une fois que la plateforme est en place. Merci Rémi. Donc,
Nuxeo est nativement une plateforme low-code. Donc, comment ça se passe? Donc, votre Nuxeo, une fois que vous l'avez déployé, vous avez accès à ce qu'on appelle un Nuxeo Studio, qui est votre centre de configuration de votre instance Nuxeo. Vous allez pouvoir créer vos types de documents, vos workflows, vos traitements spécifiques, tout ça en paramétrage simple. Donc, vous voyez, on verra une démo juste derrière. Ça reste du drag and drop, ça reste des listes à remplir, des choses qui facilitent la vie. Et donc, tout ça, ça va vous permettre de pouvoir construire votre application. Pour vous donner un petit peu un retour d'expérience dessus, en général, sur les projets, on peut faire 80 à 90% de Nuxeo Studio. C'est-à-dire jusqu'où on peut aller. Euh, avec Nuxeo Studio, c'est pas juste un outil qui permet de faire des choses très simples. On peut aller sur des choses qui sont assez complexes, comme l'écran que vous voyez à la fin de la flèche. Et aussi un autre retour d'expérience, c'est qu'on arrive à proposer une première version des applications en 3 sprints, on est en sprint agile, avec du Nuxeo Studio. Donc vous dites en 3 sprints de 2 semaines, je suis capable de pouvoir amener à mes équipes métiers quelque chose qui soit à peu près viable et qui donne une bonne vision de mon application. Donc ça, ce sont des métriques qui sont importantes. Donc vous dire voilà, c'est le temps que je peux avoir pour pouvoir mettre une application dans les mains de l'utilisateur et qui commence déjà à tester les choses. Mais évidemment, dans la vie des projets, on ne fait pas tout en configuration. Donc, c'est une plateforme low-code, c'est pas une plateforme no-code. C'est-à-dire que forcément, il y aura du développement spécifique parce que vous devrez vous intégrer avec une API sur un système que Nixo ne connaît pas. Mais heureusement, tout ça est fait de manière simple et ça a été pensé. Donc, dans les projets, vous avez toujours une partie Nuxeo Studio qui est la partie paramétrage qui va faire le gros de votre travail. Et vous aurez, suivant les cas, une partie spécifique, donc qui reste du code, et qui permet de créer votre application. On vous facilite la vie pour tout ce qui est gestion du code. On a ce qu'on appelle un générateur de code qui s'appelle Nuxeo CLI, qui permet en fait de générer des squelettes de projets Nuxeo. Donc, si par exemple vous devez générer un nouvel événement particulier qui n'est pas dans la plateforme, on va déjà vous générer toutes les classes Java qui vont bien, tous les tests qui vont bien, de telle manière qu'on se focalise uniquement sur le code et rien que le code. Et en plus, on vous propose le système de packaging qui vous permet de créer un add-on Nuxeo comme n'importe quel add-on disponible en fait sur notre marketplace. Donc, avec les deux là, on arrive à construire une application. Donc, plutôt que des mots et des captures d'écran, je vais vous faire une rapide démonstration de ce que peut être un Nuxeo Studio. Donc, ici, j'ai démarré un Nuxeo en local. Donc, je suis pas standard. Donc, je l'ai juste déployé, je l'ai configuré et je l'ai synchronisé avec le projet Nuxeo Studio correspondant. Donc, ici, dans cet écran-là, je vais, donc vous voyez qui est hébergé chez Nuxeo. Donc, on vous crée pour vous. Vous avez l'ensemble des configurations possibles pour votre instance que vous allez déployer ici. Donc, par exemple, pour la rapide démo, je vais créer un contrat. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va créer un type de contenu. Donc, je vais aller dans la partie content model, type de document, et je vais l'appeler contrat. Voilà, je dis que ça va hériter d'un fichier, donc ça aura le même comportement qu'un fichier. J'ai pas besoin de repréciser tout ce que contient déjà un fichier dans Nuxeo, à savoir la date de création, l'auteur, la date de modification, etc. Tout ça, c'est déjà dedans, donc j'ai pas besoin de m'embêter. Ce que j'ai besoin de faire, c'est voilà, je vais sélectionner mes icônes pour mes types de documents. Donc là, j'ai préparé au préalable quelques icônes. Donc, je vais mettre mon icône de contrat. Je vais la récupérer ici. Et ici, j'ai une version SVG qui peut être utilisée dans certains autres contextes de l'application. Donc voilà. Donc là, j'ai déjà mis mes icônes. Je précise où est-ce que je peux le créer. Et dans la partie schéma, je vais spécifier les propriétés de mon document. Donc vous voyez, c'est pas du code, c'est pas du XML, c'est juste je clique sur le plus, je marque le nom de mon champ. Donc par contre, je marquais le numéro de contrat. Donc ici, on a tous les types de champs qui sont possibles. On peut rajouter pas mal de contraintes.
Donc, si on clique sur le petit edit, on peut rajouter que c'est une valeur qui est obligatoire. On peut même mettre des expressions régulières derrière. On peut dire, bah, voilà, c'est juste des chiffres et des lettres, etc. Et on fournit l'ensemble de ces informations-là. Donc, je vais dire, par exemple, que au minimum, il doit y avoir entre 6 et 10 caractères. Ouais. Et je pourrais mettre une expression régulière en disant il y a des traits d'union, etc. Donc là, j'ai créé un numéro. Je vais mettre une date de réception. Donc là, c'est un champ date. Et je vais marquer s'il est approuvé. Et là, je vais dire que c'est un booléen. Donc là, j'ai créé rapidement quelques propriétés. Ce qui est très important ici de comprendre, c'est que ce que je suis en train de définir ici, c'est sur des logiques bas niveau. C'est-à-dire que c'est ce qui va être exposé sur l'application standard, donc ici. Donc ça va être des champs qui vont être obligatoires, mais également sur tout ce qui va être appel en API via des applications diverses. Donc c'est pas parce que si j'appelle directement dans Nuxeo via une application externe et que j'oublie de mentionner le numéro, cette logique-là de rendre le champ obligatoire va être également présent à ce niveau-là. Et je vais rajouter un dernier champ qui va être l'utilisateur, par exemple, la personne, contact, on va marquer. Et là, pour ça, je vais créer une liste. Parce que voilà, j'ai peut-être une liste de contacts pour ce contrat, donc je vais créer des vocabulaires. Donc c'est comme ça ici qu'on va pouvoir créer des vocabulaires ou des taxonomies. Donc avec n niveaux. Donc ici, je vais faire un cas simple, je vais créer juste une liste en fait de valeurs pour créer mes différents contacts. Donc je vais en créer 3 pour la démo. Hop. Voilà. Là, je vais l'appeler A. Ici, je vais l'appeler B. Et ici, C. On va faire un cas très très simple. Voilà. Donc ici, j'ai rapidement créé un vocabulaire et tout ce que j'ai à faire, c'est d'indiquer que sur cette propriété, je vais utiliser le vocabulaire que je viens de définir. Donc on a une propriété particulière qui permet de dire je veux récupérer ces contacts. Donc désormais, ça doit nécessairement utiliser ces contacts. On peut également créer des cycles de vie pour le contrat. Donc encore une fois, ça reste quelque chose de très simple. Donc on peut l'appeler comme on veut. Et là, vous voyez, on arrive encore sur des choses qui sont très visuelles pour définir des cycles de vie. Je crée un état initial, je crée un état intermédiaire, je peux en créer n états, et tout ce que j'ai à faire, c'est créer des flèches entre différents états, indiquer qu'ici, il est en attente de validation, et que ici, il est validé, par exemple. Voilà. Donc ici, j'ai simplement défini un cycle de vie pour mon contrat. Et là, je vais préciser que sur mon contrat que j'ai défini, je ne veux pas le cycle de vie par défaut, mais je veux le cycle de vie de mon contrat. Voilà. Et derrière, on peut faire énormément de choses dans la même logique. On peut créer des workflows. Donc, je peux vous en créer un. C'est un test rapide pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, dessiner des workflows dans Nuxeo, c'est très, très simple. On fait du glisser-déposer de tâches, on a des entrées, des sorties, on peut faire du fork, on peut faire des tâches multiples et on n'a qu'à dessiner visuellement le flow et de pouvoir appuyer sur le petit crayon, mettre un titre, dire quelle est la directive pour la tâche, qui doit effectuer la tâche, le mail de notification associé. Tout ça, ça reste très très simple. Donc ça, c'était la première partie qu'on appelle la partie modeleur, c'est-à-dire la partie back, la partie back-office, vraiment. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est définir la partie front, donc c'est-à-dire la partie qui va être affichée à l'utilisateur par rapport à ce que j'ai défini ici. Donc ici, on va basculer sur la partie que l'on appelle designer, où là, on va générer les différents formulaires. Donc là, je vais retrouver les formulaires que je peux créer. Donc là, je vais retrouver mon contrat. Dans Nuxeo, on peut créer 5 types de formulaires différents.
On va dire, 5, ça fait peut-être beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on en a 5? C'est parce que suivant le contexte où je retrouve mon document, peut-être qu'en création, je vais avoir très peu de champs, par exemple, mais que sur un formulaire d'édition, j'en aurai beaucoup plus. Donc, on peut définir des logiques, mais heureusement, Nuxeo nous a facilité la vie avec un bouton qui me permet de directement créer automatiquement ces différents formulaires. Et si je retombe sur mon formulaire de création, donc là, j'ai un aperçu visuel de l'ensemble du formulaire qui m'a créé, donc avec le titre, avec le fichier. Et donc là, je retrouve bien mes propriétés. Donc là, il m'a créé la checkbox qui va bien, le contexte, il m'a mis une liste déroulante. Donc là, je vais mettre à 0, une date de réception, un numéro qui est obligatoire. Et donc, de la même manière, je peux définir mes formulaires de recherche, je peux définir mes différents thèmes. Donc là, je vais créer un thème particulier et je vais en finir avec cette démonstration. Donc, je vais marquer la team démo. Ici, je veux juste mettre je vais mettre un logo. Donc, le logo, ça sera celui-là. Donc, je veux que ça soit un thème par défaut. Et puis, j'ai terminé. Donc là, j'ai fait une configuration très rapide. Et ce que je vais faire, c'est pour le déployer. Donc ça, c'est très important, c'est pouvoir rapidement pouvoir tester ce qu'on est en train de faire. Donc là, si je retourne sur mon instance, donc évidemment, tout ce que j'ai fait dans le studio n'est pas encore déployé. Et pour le déployer, c'est super simple. Donc, on a une extension qui est accessible sur Firefox et sur Chrome, qu'on appelle Nuxeo DevTool, et qui vous permet de directement appliquer votre projet. Donc, c'est ce qu'on appelle en hot reload. Ça m'évite de devoir arrêter mon serveur, déployer ma configuration, redémarrer mon serveur. Alors, on sait que ça peut prendre beaucoup de temps et c'est assez usant, surtout si on veut juste changer un paramétrage. Donc, en faisant juste un hot reload, donc vous voyez, ça a été très rapide. Là, j'ai mis à disposition dans cette instance-là tout ce que je viens de créer. Donc, normalement, je devrais être en capacité de pouvoir créer le contrat. Donc, je vais aller ici. Donc, si je fais le petit plus, on voit bien les types de documents qui sont par défaut dans l'instance. Et ici, voilà, j'ai mon contrat, il est visible ici. Je retrouve bien le même formulaire que j'avais défini auparavant. Donc, vous voyez, ce qu'on voit ici, c'est vraiment ce qui va être déployé avec les mêmes éléments. Donc ici, je vais faire un test. Je peux mettre un fichier. Donc, je peux mettre celui-là, peu importe. Mettre les valeurs. Donc là, je peux dire qu'il est approuvé. Je retrouve ma liste de contacts. Je retrouve. Donc là, je dois en mettre un certain nombre. Je mets ma date de réception. Donc, vous voyez qu'on a un peu besoin de les recréer. Les widgets qui sont associés au type de document ont été générés. Et donc là, j'ai pu créer mon document avec ma vue, avec mes propriétés qui sont déjà présentes sur la gauche. Donc là, on a réussi à déployer une configuration de manière simple. Après, dans les projets, on veut faire des choses un petit peu plus sexy. Donc c'est pour ça qu'on vous offre en fait la partie de switcher en fait dans la partie code. Donc je veux voir en fait ce qui est réellement généré. Donc je peux cliquer dessus. Et là, c'est ce qui est généré pour vous. Donc c'est ce qu'on vous évite de coder. Donc c'est super. Et ça, c'est vachement bien pour des personnes qui sont un peu plus techniques parce qu'à partir de là, ça reste des choses très compréhensibles. Hein, ça reste des tags HTML, ce qu'on génère. Quelqu'un qui a un peu de compétences en CSS, il peut mettre du style, mettre des choses en gras, en belle couleur, etc. Ça reste complètement accessible depuis cette partie-là. Et d'ailleurs, pour vous aider, on a même on met à disposition tout ce qu'on produit et qui peut être réutilisé. Donc, dans ce qu'on appelle, donc c'est un repository externe GitHub qui s'appelle le Community Cookbook. Et par exemple, on vous donne des petits, il y a plein de petites recettes de cuisine qui sont sympas. Donc, par exemple, si vous voulez générer ce genre de look and feel, on vous donne directement le genre de structure à copier et c'est juste des copier-coller. Et donc ça, sur des cas un peu plus complexes, sur quoi on peut arriver. Donc là, je vais vous montrer un Nuxeo en production, celui qu'on utilise pour le portail partenaire avec nos partenaires. Donc là, vous voyez, on a été capable, donc c'est 100% studio. On arrive à créer des dashboards qui sont très sexy. Après, on peut cliquer, on a créé donc des espaces pour nos partenaires. Ici, vous voyez qu'on a complètement revu l'affichage d'une page de présentation. Donc, on arrive de ça à ça, quand même qui est vraiment plus joli. Ensuite, je peux naviguer par exemple dans Mexio France. Donc, je vois que j'ai un look and feel qui s'adapte.
Et par exemple, j'ai créé un type de document. Donc, vous voyez, les types de documents dans Nuxeo, ça peut être n'importe quoi. Donc, ça peut être un contact. Et là, vous voyez, par exemple, tous les contacts côté Amexio et vous voyez, par exemple, toutes les certifications. Donc là, il y a beaucoup de personnes qui font du Nuxeo chez Amexio et surtout beaucoup de certifiés. Ça, c'est très, très bien. Mais vous voyez surtout ce qu'on est capable de faire en termes de recherche, etc. Donc voilà pour vous donner un petit aperçu du potentiel de Nuxeo Studio et je repasse la main à Rémi pour la suite. Merci Grégory pour le donc génération d'une application. Allez, 7 minutes montre en main, c'est pas mal. Ouais. Et bon, la dernière vue était aussi sympa. Ouais, c'est vrai que voilà, ça montre bien l'activité d'Amexio sur Nuxeo, elle est conséquente. Il n'y a pas photo. Donc le critère suivant, voilà, je pense qu'on est en train de changer de paradigme. Hein. Alors il y en a que certains appellent ça le big content pour se rapprocher finalement des technologies du big data, parce qu'on était à des milliers de documents. Donc la plupart de nos clients maintenant sont à des millions. Et là, on croise des configurations maintenant de plus en plus fréquemment avec des milliards de documents. Et donc on est dans une logique quand même il y a deux problématiques principales qui sont les temps d'injection, quand ce sont des applications métiers qui produisent 8, 20 millions de documents en quelques heures, ou les temps de consultation, quand il s'agit d'assurer un temps de réponse correct, et quand on accède à des bases de documents qui font plusieurs milliards de documents. Donc voilà, je pense que le paradigme volume a changé, et donc la logique plateforme doit aussi s'adapter, l'architecture doit s'adapter à cette nouvelle demande de volumétrie de contenu. Donc on a une logique de performance à l'usage, en injection et en consultation qui est devenue critique dans pas mal de cas. Il y a une logique aussi, donc pas seulement de performance, mais aussi de disponibilité, fiabilité, voilà, redondance, réplication, sécurité, qui font qu'on a besoin d'architecture donc à la fois scalable, donc pour répondre à des pics de performance, donc ça on peut avoir des logiques de débordement cloud ou des choses comme ça, mais aussi réplicable et configurable en termes de logique de sécurité de fonctionnement, de failover et de haute disponibilité. Et tout ça donc renvoie à une logique finalement d'indexation. On a aujourd'hui largement besoin donc pour pouvoir indexer tous ces milliards de documents d'une indexation performante qui garantit des temps de réponse je dirais qu'ils vont être indépendants du volume stocké. Et voilà donc je dirais la photo globale aujourd'hui a évolué sur ces plateformes de contenu. Elles sont universelles, elles sont transverses, elles stockent des milliards de contenus et doivent être performances en injection et en consultation. Merci Rémi. Donc côté Nuxeo, en début de webinaire, je vous avais présenté très très schématiquement c'est quoi une architecture Nuxeo. Si on va un petit peu plus loin, donc j'ai déjà parlé la partie de stockage des propriétés du document des droits qui se fait dans une base de données. Donc pour rappel, on est agnostique sur l'ensemble de ces différents composants, donc que ce soit du SQL Server, de l'Oracle, du MongoDB, peu nous importe. Donc tout ça est stocké dans une base de données. La partie fichier est stockée dans une zone de stockage dédiée. Pour pouvoir faire les recherches, on ne va pas directement appeler la base de données pour des raisons de performance évidentes. On va s'appuyer sur un moteur d'indexation qui est beaucoup plus scalable et performant, qui est dans notre cas Elasticsearch. J'en reviendrai dessus derrière. Donc on a le serveur que l'on déploie et on a pour tout ce qui est traitement asynchrone, Redis, mais surtout Kafka derrière, qui va apporter un gros plus pour tout ce qui est gestion de la performance et de résistance à la faute, notamment. Nuxeo, en fait, par rapport au bench, donc on est en leader par rapport à toutes les autres solutions de gestion de contenu. On arrive à des benches à des milliards de documents, très simplement avec des fichiers qui sont importants. Et Nuxeo est très rarement le goulot d'étranglement. Le goulot d'étranglement en général sur nos différents benches, donc sur des imports massifs ou de la consultation massive, ça reste les composants sur lesquels on s'appuie. Et Nuxeo est bien fait puisqu'en fait, on peut dimensionner différemment chacun de ces composants. Donc, si vous savez, par exemple, vous avez des scénarios avec énormément de recherches, eh ben, ça veut dire qu'il va falloir surtout bien travailler la partie Elasticsearch et la partie base de données. Si vous allez stresser votre système avec tout ce qui est du stockage, on peut travailler sur du stockage intelligent. Et ça, sur l'ensemble, en fait, des composants. Et donc là, ce que je voulais vous parler de Nuxeo Stream.
Donc Nuxeo Stream, si on revient sur le schéma d'avant, ça va être cette brique-là. Ça va être la partie de gestion de tous les traitements asynchrones. Donc c'est un add-on qui est disponible, que vous pouvez installer et qui va s'appuyer notamment sur Kafka. Qu'est-ce que ça permet Nuxeo Stream? Donc ça s'adresse pour des scénarios où on va avoir des très fortes volumétries et on va avoir un besoin de performance importante. Ce qu'apporte Nuxeo Stream, c'est de pouvoir rendre un système complexe, observable et compréhensible. Première des choses. Et donc du coup, quand on arrive sur des imports de millions de documents, on est serein, on sait on arrive sur des volumétries importantes, sur des architectures qui sont distribuées, donc on va dire que nécessairement, des erreurs peuvent arriver. C'est normal. Mais ce qu'apporte MixoStream, c'est de pouvoir comprendre facilement ce qui se passe, donc pendant l'import, voir là où ça peine, pourquoi ça peine, là où il y a une erreur, et surtout quand il y a une erreur, de pouvoir la détecter et de pouvoir la traiter et de pouvoir relancer ces traitements. Ça, c'est fondamental et très, très important. C'est-à-dire, je lance un import de 1 million de documents, ça rate je sais pas, au 100 millième, eh ben, je suis capable de comprendre au 100 millième ce qui s'est passé, je suis capable de traiter l'erreur au 100 millième et de pouvoir relancer la suite de l'import. Donc tout ça, on est extrêmement serein, on est résistant à la faute et tout ça, ça permet de gérer, par exemple, des indexations massives, donc tout ce qui est traitement important, donc des imports, des mises à jour de permissions en masse, de gérer donc ce qui est très consommateur en termes de processus, tout ce qui est la gestion des audits. Donc les audits s'appuient sur cette implémentation. Et puis on peut gérer voilà par n'importe quel processus externe côté Nuxeo sur ce composant. Donc par exemple si vous voulez si vous avez des fichiers qui sont volumineux, vous gérez de la vidéo et des vidéos qui font 1 giga, on est serein, on peut déposer le document, déléguer le traitement de conversion de la vidéo pour faire une basse résolution à Kafka qui va le traiter et qui va nous la rendre de manière rapide et sereine. Pour la partie indexation de documents, donc comme Rémi l'a évoqué, c'est très important. Il faut avoir un moteur d'indexation performant. Donc on s'appuie sur Elasticsearch qui va s'occuper de stocker donc les propriétés, gérer la sécurité et qui va faire l'extraction qu'on appelle full text. Donc on va rechercher tous les mots qui sont contenus au travers d'un fichier. Donc Elasticsearch est un composant qui est maintenant très très populaire, récemment déployé. C'est ce qui apporte des performances très très importantes et surtout qui apporte avec une scalabilité qui va être presque infinie. Et aussi, ça apporte des choses qu'on rend impossible dans Nuxeo, c'est de pouvoir s'appuyer sur toutes les logiques de recherche d'Elasticsearch. Donc par exemple, avec Elasticsearch, vous pouvez faire des recherches approximatives. Donc ça, c'est des choses qui sont natives dans Elasticsearch qu'on expose dans Nuxeo. Vous pouvez faire aussi du surlignage, vous pouvez faire de la recherche géographique. Et tout ça, on peut encore une fois l'utiliser dans la plateforme. Voilà, donc le point suivant, qui rejoint finalement un peu l'aspect performance, à partir du moment où on est sur plusieurs centaines de millions de documents ou de milliards de documents, les notions finalement de gestion manuelle de plan de classement ou de métadonnées devient complètement illusoire. C'est-à-dire si on est capable de gérer un flux documentaire de plusieurs milliers de documents assez efficacement, avec des fonctions de doc contrôleur, c'est ce qu'on faisait il y a pas si longtemps et c'est ce qu'on fait encore sur beaucoup de référentiels documentaires, ça devient inimaginable sur une volumétrie plus importante. Donc c'est donc là où on a besoin finalement d'une logique d'analyse poussée du contenu, d'autocatégorisation, de gestion, de recherche. Donc c'est là qu'on est en train de rentrer dans l'ère de ce qu'on appelle le contenu intelligent. Donc ça veut dire qu'il faut des moteurs capables d'interpréter, voilà, de lématiser, de comprendre une syntaxe, de faire des rapprochements sur des images. En gros, d'être capable d'interpréter un contenu et de l'autocatégoriser sur des principes fiables pour pouvoir rendre son exploitation et sa recherche facilitée. Donc on est beaucoup sur une logique de catégorisation non plus manuelle par renseignement de métadonnées, mais totalement automatisée. Voilà, ça c'est le premier cas. Après, on a une deuxième logique qui peut être de par l'analyse des contenus, on peut aller même encore un petit cran plus loin, de faire du reporting et de la suggestion. Voilà.
On peut être amené à faire de la sémantique de lien entre contenus en disant ce contenu vous a plu, donc vous pouvez voir celui-là. On peut amener des logiques de navigation comme ça qui sont avec une valeur ajoutée beaucoup plus importante qu'un simple browse d'un repository habituel, et même aller jusqu'à il y a quand même, il y aura une très forte logique à coupler finalement l'analyse de plusieurs sources de contenu avec une logique d'assistant virtuel qui est capable d'interpréter du langage naturel et d'aller rechercher la meilleure information dans la meilleure source de contenu. Ça, c'est un peu je dirais, c'est un peu le nirvana du contenu, quoi. Le jour où on aura un peu notre Waze du contenu, on lui pose une question, il va nous sortir les 2 ou 3 documents dans les N repositories de toute l'organisation qui répondent parfaitement à la question que je viens de poser en langage naturel. Donc voilà la direction que prend pour moi aujourd'hui le contenu intelligent. Merci Rémi. Donc Nuxeo se positionne évidemment sur cette partie d'intégration de l'intelligence artificielle, et on l'intègre en fait pour plusieurs cas d'usage qui sont importants. Le premier, c'est pouvoir faciliter l'ingestion et éviter de devoir saisir une vingtaine de champs à la main et pouvoir faciliter donc la suggestion ou auto-remplir des formulaires. Pouvoir apporter des informations que vous n'auriez pas vues ou que vous n'auriez pas spécifiées au travers des propriétés, donc faire de l'enrichissement automatique. Pouvoir automatiser des tâches, donc par exemple tout ce qui est validation de documents, intervention dans les workflows, et pouvoir fournir de l'information de manière prédictive. Ce qu'on se rend compte chez Nuxeo, c'est que l'intelligence artificielle classique ne suffit plus. Et ce qu'on entend du terrain, c'est que déjà, tout ce qui est les modèles d'intelligence artificielle un peu plus avancés, ils sont très difficiles à créer, que très rarement on possède des ressources qui sont experts sur les sujets d'intelligence artificielle, ou donc prendre des data scientists pour pouvoir se faire la suggestion sur des documents, ça reste un vrai frein. Tout ce qui est système d'intelligence artificielle, on va dire ouvert et plutôt gratuit et public, me correspondent pas, puisqu'en fait, elles vont m'apporter des informations non contextualisées avec des informations qui vont pas avoir de valeur. Donc, c'est pour ça que nous avons repensé l'intelligence artificielle chez Nuxeo. Donc, ce que l'on a, donc le constat, c'est qu'on peut avoir des modèles génériques donc qui sont très très faciles à utiliser, mais par contre qui vont m'apporter très très peu de valeur parce que des informations pas importantes. Ou alors je peux avoir des modèles personnalisés qui vont me donner beaucoup de valeur, mais qui sont très très compliqués à mettre en place parce qu'il faut être un expert. Et donc nous, Nuxeo, on se situe en haut à droite, c'est-à-dire qu'on veut apporter quelque chose qui soit facile d'utilisation pour pouvoir créer ces modèles, faire de la suggestion et qui apporte également beaucoup de valeur. Donc plutôt que on veut passer du modèle de gauche, dire je suis dans le secteur du retail, je vends des chaises et des meubles, je dépose cette photo dans ma base de documents. Si j'utilise des modèles génériques, ça va me dire qu'il y a un ballon, que la chaise est blanche, mais ça va pas m'aider parce que moi je vends des chaises, donc ça, je vais pas pouvoir faire grand chose. Par contre, en utilisant ce que je vais présenter qui s'appelle Nuxeo Insight, je vais pouvoir identifier la saison auquel appartient cette chaise, de quelle année, quel est le modèle. Donc j'ai un numéro de modèle qui correspond bien au numéro de modèle qui sont présents chez moi, avec ma marque. Et par exemple, la couleur ici, c'est pas blanc, c'est un blanc qui est particulier chez moi qui s'appelle un blanc vintage. Donc ce sont des informations contextuelles. Et c'est ce qu'offre Nuxeo Insight. Donc pour présenter Nuxeo Insight, c'est quelque chose qui est complètement intégré à la plateforme Nuxeo et qui va complètement de pair, qui va permettre en fait d'enrichir les contenus qui sont déjà présents dans votre plateforme Nuxeo. Pour vous expliquer comment ça fonctionne, donc vraiment de manière très simple, vous allez préparer votre jeu de données d'apprentissage dans votre plateforme Nuxeo. Donc une chose à savoir, c'est que ça n'existe pas des solutions d'intelligence artificielle, on va dire avancées, qui vont arriver du but en blanc et qui vont vous faire de la suggestion. Forcément, vous devez lancer des modèles d'apprentissage, vous devez apprendre les mécanismes de suggestion à l'IA. Elle ne peut pas tout deviner tout seul. Donc, on part avec un jeu de données représentatif que l'on va pouvoir exporter
dans le Nuxeo Insight. Donc, Nuxeo Insight est un service Nuxeo dans le cloud, géré par Nuxeo, sur les serveurs Nuxeo. Et donc, à partir de ce jeu de données, donc vous allez avoir une interface très simple qui va vous dire, bah voilà, sur ma facture, je veux retrouver rapidement le numéro de facture, le bon de commande associé et le client auquel ça appartient, par exemple. Donc, vous allez créer votre modèle. Donc là, les moteurs d'intelligence artificielle qu'on appelle les content bots vont tourner, vont tester le modèle, vont l'éprouver. Donc, ils vont tester plusieurs possibilités, plusieurs modèles. Et vous allez avoir en fait un tableau de bord de métriques du performance de votre modèle. Donc, un modèle performant, c'est un modèle avec plus de 80% de bonnes suggestions. Donc, évidemment, plus le jeu de données au départ est important, plus le modèle risque d'être performant. Une fois qu'on est satisfait du modèle et qu'on arrive à un modèle avec plus de 90% de bonnes suggestions, on récupère en fait un espèce de fichier, comme n'importe quel un fichier de configuration, grosso modo, pour faire très simple et schématiser, que vous allez redéposer dans la plateforme Nuxeo et qui va s'occuper finalement après de faire votre suggestion et qui va vous pouvoir vous pré-remplir des valeurs ou vous afficher des suggestions. Donc, en cas pratique, ça peut être utilisé dans le secteur banque assurance pour faire de la gestion de sinistres, pour faire par exemple de la détection de fraude, pour faire de l'analyse de sentiments, voir la tonalité d'une correspondance, pour voir si une personne est plutôt contente, pas contente, voir s'il manque une pièce. Dans le secteur de la mode et du retail, ça peut être très intéressant pour tout ce qui est gestion de la propriété intellectuelle. J'utilise des mannequins, je veux pas me retrouver à publier une photo sur le site web avec une photo d'un mannequin avec lequel je n'ai pas de contrat. Donc ça, c'est ce que va pouvoir apporter l'intelligence artificielle, c'est détecter la personne qui est présente dessus et pouvoir dynamiquement appliquer les droits qui sont corrects. Et aussi dans l'audit contrôle qualité pour la détection de défauts ou l'identification de composants présents sur une photo. Pour vous donner donc on a des clients qui utilisent Nuxeo Insight, donc on peut citer Accor Hotel qui l'utilise. Donc Accor est un client Nuxeo qui utilise Nuxeo pour stocker l'ensemble des médias liés à ces hôtels. Et donc ils ont utilisé Nuxeo Insight pour que quand ils déposent l'ensemble des photos d'un hôtel, eh ben, on peut reconnaître ce qui est une salle de bain, ce qui est la chambre à coucher, une photo d'extérieur, etc., etc. Et ça, de manière automatique, ça remplit les propriétés et ça évite aux personnes de mettre les informations au bon endroit. Merci Grégory. Donc, dernier point qui est non des moindres, hein, c'est la sécurité et les conformités, puisqu'on on rentre dans un cadre finalement de gouvernance et de conformité qui devient de plus en plus au premier plan sur les équipements, solutions ECM qu'on voit. Donc, le premier, c'est effectivement conformité avec les normes. Donc, généralement, c'est sur 3 domaines, hein. C'est les normes de conservation, c'est-à-dire durée de rétention des données, et surtout conformité avec la gestion des données personnelles. C'est souvent des droits de conservation, mais c'est aussi des contrôles de suppression. Donc il y a des banques qui ont eu des amendes là-dessus parce qu'ils gardaient trop de données. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à prouver que vous gardez les bonnes données, mais aussi que vous supprimez les bonnes données. Donc ça, c'est le premier aspect. Voilà, il y a le deuxième aspect qui est vraiment la protection et la gestion des droits, donc être capable de mettre en place un système de droit performant ou des multi-instances quand on a des systèmes qui doivent être étanches entre eux. Et voilà. Et le troisième point dont j'ai parlé, effectivement, la conformité avec la gestion des données personnelles, moyennant qu'on en stocke, soit dans les métadonnées, soit dans la nature des documents qui peuvent être stockés, s'il y en a des attestations, des documents concernant la santé ou les salaires des personnes. Là, on commence à rentrer dans le scope de la gestion des données personnelles. Voilà, et ça s'appuie sur une logique de document management et de record management qu'on va coupler intelligemment dans une gestion globale du cycle de vie. Voilà, et souvent dans une logique voilà, où on essaye de rassembler finalement les silos documentaires dans une seule plateforme transverse, mais néanmoins, on a certains silos dont on doit continuer à garantir l'étanchéité. On a le cas, par exemple, d'une société qui peut être composée de multiples filiales et on a la contrainte que les filiales doivent rester étanches entre elles au niveau du transfert de certains contenus. Donc, c'est des choses qu'il faut pouvoir assurer. Et voilà, confidentialité. Donc là, ça peut être soit
Je dirais là, on est sur les critères de sécurité qu'on classe souvent sur 4 niveaux. Voilà, et on peut avoir des dispositifs particuliers d'encryption, de sécurisation, de zones protégées sur des données avec un haut niveau de confidentialité. On peut autoriser ou non le cloud suivant le niveau de sécurisation de certains contenus. Donc, il faut pouvoir être fluctuant aussi sur ce domaine-là. Et ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, bon, dans la plupart finalement des cahiers des charges des solutions OCM qu'on voit, l'aspect sécurité et conformité, gouvernance devient assez prédominant et il vient en force. Merci Rémi. Donc pour ce dernier point, je vais être plutôt rapide pour laisser justement la place aux questions derrière. Donc dans Nuxeo, évidemment, la sécurité est quelque chose de fondamental. Toute la sécurité est gérée à très bas niveau. Donc déjà, tout qu'on appelle un document, nécessairement, ça passe par un fil d'authentification. Donc on peut s'authentifier avec différents systèmes donc des Active Directory, des systèmes de SSO. Et une fois qu'on est connecté, donc on passe par le filtre des permissions, donc qui se base sur des ACL, donc tout ce qui est gestion des droits d'accès, qui peut être temporaire ou non. On est capable dans Nuxeo de donner des accès à des personnes externes. Et pour des cas beaucoup plus poussés, on peut implémenter ce qu'on appelle des security policy. Ça permet de mettre des droits d'accès ou non à un document suivant une matrice de valeurs de propriété. Si mon document est accédé par l'utilisateur Toto et que c'est un document confidentiel de l'année je sais pas quand, eh ben on va pouvoir dire si oui ou non il a accès ou pas. Donc ça c'est ce qu'on appelle des politiques de sécurité. Et enfin donc la partie rétention qui a été présentée par Rémi, on va avoir un add-on de rétention qui va être publié très prochainement et qui va vous permettre de gérer le stockage et la rétention de vos documents. Donc ce que vous voyez ici en bas à gauche, ça va être la définition des différentes règles de rétention que vous pouvez appliquer à vos documents. On pourra les appliquer dynamiquement suivant des valeurs de propriété, suivant les types de documents. On va être capable de gérer ce qu'on appelle le legal hold, c'est-à-dire de pouvoir geler un ensemble de documents puisqu'on a, par exemple, un litige en cours. Et donc, sur mes documents, je vais pouvoir seulement, par exemple, avoir le droit de lecture sur le document. Je sais qu'il est en rétention jusqu'à quelle date et j'ai des informations que ce document qui est un formulaire d'accident doit être conservé 10 ans et qu'après 10 ans, il doit être supprimé. Donc voilà ce qu'on est capable de faire. C'est tout pour nous et on vous laisse un peu de temps pour vous pour nous poser des questions. Merci de votre attention.